Bonjour Eh bien, Olivier, quel eh temps bien, fait-il? bonjour. Ça va? Eh bien, il est sans doute moins beau que chez vous, mais ça va bien, ça va bien, Oui, merci. Bon, j'espère aujourd'hui on que ne le se son est plaint pas. correct. Hein? Pardon? Aujourd'hui on ne se plaint pas, mais on est quand même en saison des pluies et ces derniers temps, on a été gâtés, hein? D'accord? Oui, Bon, oui, oui, j'en très doute bien. pas. J'en doute. Bon, Donc, est-ce que le son est correct pour vous? oh, ça va mesdames? Le son est correct? Très bien, oui, ça va. Ok. Bon, À toi de jouer. bon. Bien, mais écoutez, d'abord, merci infiniment à Charles Sélénis pour son invitation, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice de la Caisse d'allocation familiale, je crois, mesdames et messieurs, cher Jean-Pierre pour toi qui est à distance, mais que je salue bien amicalement. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors, j'ai, j'ai prévu une intervention que j'espère pas trop longue pour que le cas échéant, nous puissions échanger. Ça me permet de poser d'emblée un propos liminaire, c'est que je ne connais pas votre belle île, je connais peu ou pas les acteurs, si c'est les échanges que j'ai pu avoir avec Charles Sérénis et son équipe. J'interviens avec beaucoup de prudence et surtout beaucoup d'humilité auprès de vous. J'essaierai de pas dire trop de bêtises, hein, mais j'ai bien compris cependant et c'est bien compréhensible, qu'il y a beaucoup de spécificités à la Martinique, aux Caraïbes, et que ça se reflète aussi dans la cellule familiale et son organisation. On y reviendra peut-être tout à l'heure. En fait, j'ai imaginé mon intervention en la déroulant à partir peut-être de ce qui pourrait être une démarche méthodologique qui pourrait être celle, bien sûr, de l'Observatoire, mais plus largement, qui pourrait être celle des acteurs qui œuvrent autour de la parentalité, dont l'Observatoire pourrait jouer un rôle que vous aurez à définir ou qui est déjà défini, mais qui peut évoluer dans le temps en fonction des besoins des uns et des autres. Donc, je vous propose peut-être de cheminer et d'échanger autour de la parentalité, mais en partant peut-être de ce qui me semblerait être une méthode d'intervention euh, qui pourrait s'adapter, encore une fois, avec les éléments qui sont à ma connaissance aujourd'hui, c'est-à-dire trop limités pour être sans doute justes. Et donc, d'où l'importance pour moi et l'intérêt aussi pour moi que nous puissions, à l'issue de mon intervention, avoir un temps d'échange. Puis je sais qu'après, Jean-Pierre Courtois on doit intervenir sur des dimensions liées à la formation, et vous verrez que dans mon intervention, il y a quelques éléments qui permettront peut-être à Jean-Pierre de rebondir après, hein. Je dois aussi vous dire que à 15 heures à 16h, pardon, 16h, 16h30 chez moi et donc 11h, 11h15 chez vous, je devrais vous laisser. Donc Jean-Pierre, mes excuses si j'entends pas la totalité de ton intervention tout à l'heure. Alors, la première des choses, me semble-t-il, en tout cas la première étape, euh, la première pierre, si vous préférez, me semble être pouvoir se construire autour de ce que je pourrais dire être le terme comprendre. Donc, première brique, me semble-t-il, de la méthode, c'est mieux comprendre ou comprendre globalement ce qui se joue ou ce qui se passe au sein des familles, peut-être plus largement même dans nos sociétés et ce qui peut se jouer dans les rapports sociaux qui existent en Martinique. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons sans cesse besoin de comprendre, d'analyser, de sentir ce qui se joue, ce qui se passe dans nos sociétés qui sont en constante mutation. Bien sûr, de ce point de vue-là, les chercheurs peuvent être d'une aide, je l'espère, intéressante, précieuse peut-être, mais vous comprenez bien que comprendre les situations n'est pas l'apanage, mais pas réservé à une partie de la population. Chacune d'entre nous ont des connaissances, des savoirs, une expertise
qu'il est important de pouvoir croiser et analyser. Alors, comme je le disais, les chercheurs peuvent ont une maîtrise méthodologique qui leur permet sans doute d'analyser un certain nombre de données ou d'informations, mais la remontée de ces informations, la prise de mesure, la prise d'informations, elle doit se situer partout. Monsieur le maire a évoqué tout à l'heure la question de la monoparentalité et de la pauvreté. C'est les deux points que je retiendrai. Il a dit beaucoup de choses importantes, mais je reprendrai ces deux points. Évidemment qu'on ne peut comprendre ces deux points que si on a une analyse très poussée. Par exemple, de ce qui m'a frappé quand j'ai lu un certain nombre de documents qui concernent donc la sociologie des familles en Martinique, c'est moins la monoparentalité que finalement la conjugalité. Euh, Est-ce que les Martiniquais et les Martiniquaises ont la même conception de la conjugalité que ce que l'on peut trouver en métropole, aux États-Unis ou en Europe? C'est quand même une question particulièrement intéressante. Quel rapport entretiennent les couples entre eux? Qu'est-ce qui fait ou qui fonde que ces couples ne tiennent pas? Est-ce que c'est une réalité économique et sociale qui précipite les séparations? Est-ce que c'est d'autres enjeux? Vous voyez, là, il y a évidemment beaucoup à apprendre et à comprendre, parce qu'on n'interviendra pas de la même façon suivant la façon dont on interprète cette situation. De la même façon, la pauvreté a des origines. Il y a des mécanismes aussi qui permettent de sortir de la pauvreté. Et Monsieur le maire l'a évoqué, l'éducation fait partie de ces leviers. Est-ce que ces leviers fonctionnent en Martinique correctement? Est-ce que être éduqué permet d'avoir un avenir meilleur? C'est une question évidemment particulièrement importante. Je poursuis. Quand je vous dis qu'il faut prendre les choses avec beaucoup d'humilité, il y a la question fondamentale de ce qu'est ou ce que sont nos sociétés aujourd'hui et par quoi elles sont traversées. Je prendrai trois exemples. Le premier est peut-être le plus impactant pour les familles à court terme, c'est le Covid ou la Covid, puisque nous avons traversé des périodes particulièrement difficiles où le repli intrafamilial nous a été imposé par la maladie. Et finalement, on a les premiers indicateurs à peine aujourd'hui des dégâts, excusez-moi du terme, que a pu provoquer ces confinements successifs. En tout cas, en ce qui concerne la vie familiale, la vie de couple, avec une recrudescence, en tout cas en métropole, des violences faites aux femmes, des situations de protection et de danger pour les enfants, on connaît peu ou pas encore à ce stade les difficultés que la Covid a pu provoquer en matière d'éducation et de scolarité. On n'a pas encore ce recul-là. Et ce que je veux vous dire, c'est que il y a beaucoup à faire pour comprendre véritablement de façon très profonde et intime ce qu'a provoqué cette année et demie de confinement successif dans les familles et dans leur perception du monde et des autres. Si je devais être un petit peu plus précis encore, finalement, le repli sur soi, sur sa famille, sur son domicile, a provoqué aussi pour certaines familles une perception de l'extérieur comme étant, c'est-à-dire l'extérieur à la famille, l'extérieur au domicile comme étant des sources d'angoisse, de stress, potentiellement même de peur. Et il y a d'après les témoignages que j'ai pu entendre et qui méritent donc des études plus poussées, il y a une grande difficulté pour un certain nombre d'adultes et d'enfants à reprendre contact avec la vie, avec les autres et à tisser des liens ou à retisser des liens qui se sont malheureusement fragilisés durant la Covid. Donc ça, c'est un premier exemple qui me semble être à analyser finement. Bien entendu, on ne peut pas intervenir aujourd'hui en parlant de nos sociétés sans parler de ce qui se joue peut-être loin de nous, mais qui a un impact aussi sur notre quotidien, avec la guerre en Ukraine, les conflits qui sont à nos portes et peuvent être une source d'anxiété vis-à-vis de l'avenir. Et puis le troisième point, très important, et puis qui concerne plus particulièrement la Martinique, est la question du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des risques que cela peut engendrer. Ce que je veux dire, c'est que ce troisième point crée peut-être aussi un climat
de risques et de dangers qui amènent potentiellement des comportements spécifiques, particuliers au sein de la famille et entre les individus et la société tout entière. Donc cette notion de comprendre, vous voyez, je l'appréhende pas seulement dans les relations parents-enfants, et donc ce que pourrait être la parentalité, mais ce que la société finalement et les situations dans lesquelles nous vivons, situations économiques, situations de guerre, situations de réchauffement climatique, situations de maladie et de pandémie, tout cela a un impact sur tous les acteurs, les parents, les enfants, mais je dois le dire aussi, un impact sur nous-mêmes, hein, sur les professionnels, les acteurs de terrain, sur les élus, sur les décideurs, et peut-être que, bien entendu, ça nous pousse à beaucoup de doutes, peut-être d'anxiété, mais ça peut aussi ouvrir des portes aux coopérations, à des innovations, à des expérimentations, peut-être à chercher des chemins qui nous permettent de vivre ensemble et de réussir le pari d'une société apaisée et une éducation émancipatrice pour plagier ou donner, lancer déjà une première perche à Jean-Pierre pour toi, avec lesquels nous travaillons souvent sur ces questions. Donc, première brique qui me semble être importante dans un observatoire de la parentalité, puis plus largement dans les coopérations entre les acteurs autour de la parentalité, c'est de mettre en place des dispositifs qui nous permettent de comprendre. Comprendre pour agir. Comprendre avant d'agir. Alors, bon, comme on est en visio-conférence, je n'ai aucune idée de l'impact que peuvent avoir mes propos sur les participants. J'espère que vous m'entendez toujours, que je ne suis pas en train de parler tout seul et que, le cas échéant, certaines déjà ces propos liminaires et cette introduction parlera à certaines et à certains d'entre vous. Donc je poursuis en espérant que vous êtes toujours là. Si éventuellement je peux avoir un petit feedback pour vérifier que le son soit correct et que tout le monde m'entende et que la salle s'est pas vidée par des intérêts de mes propos. Bon, j'aurai pas ce feedback, je poursuis en espérant que vous êtes toujours là. La deuxième brique qui est aussi un élément. Olivier, oui, excuse-moi. Oui. J'étais allé voir avec la technique. Apparemment, on a un petit souci et c'est pas possible de te présenter la salle, mais on essaie de le régler. Mais en tout cas, je peux te dire qu'il n'y a pas une mouche qui vole dans la salle et que tout le monde est concentré autour de tes propos. Voilà. Bon. Ah, ben ça y est. Tu nous vois là? Bon, ça y est, je vois là, enfin, j'ai un tout petit médaillon, j'entreaperçois, vous allez être obligé de lever les bras à chaque fois pour une hola à chaque fois pour vérifier que vous m'entendez en tout cas. Bon, en tout cas, j'espère vous intéresser un tant ça peut. Je continue à ce moment-là mes propos. Merci Charles d'avoir fait ce petit feedback. Donc, la deuxième brique qui me paraît très importante, et ça va être l'objet de l'intervention, enfin, un des éléments de l'intervention de Jean-Pierre Pautois, si je me réfère au titre que j'ai vu tout à l'heure, et donc je ne vais faire que l'effleurer, mais qui me paraît être fondamentalement important. Moi, j'appelle cela créer une culture d'intervention commune, une culture commune d'intervention. C'est-à-dire que, comme il a été évoqué tout à l'heure en introduction, les acteurs éducatifs sont nombreux. Il y a des acteurs éducatifs évidents. On a cité les parents, on a cité aussi les enseignants, mais en fait, les enfants sont des influences multiples. D'éducateurs ou d'acteurs qui ont un rôle d'influence, qui vont être des éléments transmetteurs, peut-être d'ailleurs positifs, d'autres négatifs. De ce point de vue-là, et qui rejoint d'ailleurs le terme comprendre, il faut quand même mesurer les réalités en matière de temps de vie de l'enfant. Pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu sur ce point, mais si l'on prend le cadre français, un enfant passe en moyenne à peine 20% de son temps éveillé en classe. À peine 20% de son temps éveillé, il le passe en classe.
c'est très simple à calculer. En réalité, vous prenez le nombre d'heures d'enseignement sur l'année, vous le divisez par le nombre de semaines, environ 35 semaines, et puis vous rapportez ça à un temps éveillé. J'ai été très large puisque j'ai considéré pour qu'un enfant du primaire devait dormir 10 heures par nuit, donc ce qui lui laisse 14 heures de temps éveillé. Vous faites tout cela et puis vous arrivez à un chiffre inférieur à 20%. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on considère que l'école, les enseignants sont les acteurs principaux de l'éducation de l'enfant. Et d'ailleurs, Monsieur le maire, tout à l'heure, dans ses propos, a indiqué comment parfois les parents considéraient l'école comme étant le lieu d'éducation et se reposant peut-être excessivement sur l'école pour que l'enfant soit éduqué. Quand on dit 20% du temps éveillé, de l'enfant en classe, bien sûr, c'est pas à l'école, puisque l'enfant va être à l'école plus longtemps, il va participer à des activités périscolaires, des fois extrascolaires, mais même si vous additionnez tous les temps scolaires pour les enfants qui arriveraient très tôt à l'école et qui partiraient très tard le soir, vous excédez très rarement 30%. Ce qui veut dire concrètement que l'enfant passe 70% de son temps éveillé en dehors de l'école et plus de 80% en dehors de la classe. J'émets l'hypothèse, à partir de ces chiffres, que les inégalités se forgent bien plus en dehors de l'école que dans l'école. Et que l'école n'arrive plus ou n'arrive pas à compenser ces inégalités seule. Donc, on pourrait le mettre dans le cadre de la première brique, de comprendre les réalités éducatives et les acteurs éducatifs. Mais je l'ai mis plutôt dans la deuxième brique, donc créer une culture commune, parce que ça implique de se poser la question de quels sont ces acteurs du temps libre, quels sont les acteurs en dehors de l'école, quels sont les acteurs au sein de l'école, et que sont les parents aujourd'hui. Et il est, me semble-t-il, tout à fait intéressant, important, dans le comprendre, mais aussi dans créer une culture commune, de comprendre que nous avons tous intérêt à coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Et cette notion de coopération, elle commence bien entendu par les professionnels. Et effectivement, vous avez évoqué un certain nombre de dispositifs très importants, comme le RIAP, comme aujourd'hui l'Observatoire, et tous les acteurs qui travaillent dans le champ éducatif, mais aussi dans le champ social et le champ de l'animation, tous ces acteurs doivent pouvoir coopérer. Mais pour coopérer, me semble-t-il, il faut d'abord se mettre d'accord. Enfin, il faut savoir dialoguer, échanger, croiser les regards. C'est ce que j'ai appelé donc créer une culture commune d'intervention. Donc bien sûr, à l'intérieur de ça, il y a la formation, ce que va évoquer Jean-Pierre Portois tout à l'heure, mais presque en amont de la formation, ou peut-être à l'intérieur de la formation, il y a vraiment ce besoin de croiser les regards, de croiser les connaissances, croiser les compétences, croiser les expertises, parce que chacun d'entre nous pouvons avoir des expertises scientifiques, en ce qui concerne les chercheurs, des expertises de praticité, comme les enseignants et les techniciens d'intervention, et puis il y a des expertises d'usage, les parents ont des expertises d'usage, les enfants ont des expertises d'usage, et on doit pouvoir créer des environnements, des occasions multiples pour pouvoir parler d'éducation et que chacun puisse comprendre quelles sont les logiques des autres, comment ils travaillent, quels sont les outils qu'ils mettent en œuvre, et puis tout cela, bien entendu, alimenté par des connaissances sur le développement d'enfants, sur l'éducation, sur la parentalité. Il y a beaucoup de choses que nous savons aujourd'hui que nous pouvons transmettre. Donc ça, c'est la deuxième brique pour moi qui est fondamentalement importante, c'est-à-dire que pour agir, il faut efficacement maintenant, il faut agir ensemble. Et pour agir ensemble, il faut que nous puissions avoir une culture commune d'intervention. Je pourrais être long sur ce point. Peut-être Jean-Pierre. J'ai mon image qui s'est tout d'un coup figée. J'espère que c'est pas le cas chez vous. Est-ce que la connexion est toujours bonne? Tu m'entends, Olivier? Oui, oui, moi je vous Oui, entends. c'est bon pour nous. Donc, D'accord, parce que ça j'avais passe l'image qui bien. s'était figée. Pas de souci.
Très bien. Bon, donc je poursuis ma présentation. Et donc je faisais aussi un pont vers les cités de l'éducation, avec lesquelles, impulsées par Jean-Pierre Portois et sur lesquelles nous travaillons, qui ont cette vocation donc de réfléchir à la façon dont nous pouvons coordonner les actions au bénéfice des familles et des enfants et de leur bonne éducation. Donc c'est un enjeu très important de construction d'une plateforme commune de travail. Euh, à une autre occasion, peut-être en venant vous voir, je vous parlerai de ce que je construis ici, en Nouvelle-Aquitaine, puisque je suis en train de concevoir un campus des alliances éducatives qui rejoint les travaux que nous avons pu mener avec Jean-Pierre Pourtois et puis d'autres collègues à l'échelle internationale. Donc, première brique, comprendre. Deuxième brique, créer une culture commune d'intervention. Et évidemment que on arrive naturellement à la troisième brique d'une méthodologie possible, c'est agir, intervenir. Et dans agir, intervenir, on va le voir, il y a aussi innover, expérimenter. Euh, Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'actions et d'acteurs qui essayent de faire de leur mieux dans l'intérêt de l'enfant. On ne part pas de rien, loin de là. Donc, il faut être en capacité de fédérer l'ensemble de ces acteurs, faire en sorte, encore une fois, qu'ils aient une culture commune, mais il faut aussi dépasser les réalités telles qu'elles existent aujourd'hui. Euh, bon, pour faire simple, si nous savions bien faire, le monde tournerait mieux qu'il ne tourne aujourd'hui. Je pense qu'il faut que nous ayons l'humilité de comprendre que nous devons chercher de nouvelles solutions, de nouvelles pistes, de nouvelles façons de travailler pour que nous puissions véritablement résoudre toute une série de difficultés qui sont aujourd'hui flagrantes. Si on parle de la métropole en France, les résultats scolaires sont faibles, il faut 4 générations pour s'extraire de la pauvreté. Il y a encore près de 17% des enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme. Bref, il y a beaucoup de problèmes à régler. Et donc ça nécessite sans doute de s'offrir le luxe de l'expérimentation, de l'innovation, de chercher de nouvelles voies de coopération. Il faut le faire avec beaucoup de volontarisme, il faut se faire aussi avec beaucoup d'humilité. On ne sait pas tout, il faut donc inventer de nouvelles trajectoires, de nouvelles façons de travailler. Il faut le faire ensemble. Et ça veut dire aussi qu'il faut accepter que chacun ait sa zone de, de, de prédilection. Bien entendu que l'école, son rôle d'éducation nationale et donc de former le citoyen, c'est aussi d'instruire. C'est une des briques des besoins de l'enfant. Si je me réfère là aussi à Jean-Pierre Protois et Hugues Desmet, les travaux qu'ils ont pu réaliser autour des 12 besoins principaux de l'enfant, et c'est une très bonne base, j'y reviendrai sans doute dans ma conclusion, pour que chacun et chacune puisse travailler ensemble. Mais j'appelle très fortement à innover, expérimenter. Et donc c'est la troisième brique. Et de ce point de vue-là, là aussi, je pense que les alliances entre les professionnels, les acteurs de terrain, les familles et les chercheurs peuvent être des alliances tout à fait fructueuses pour expérimenter. Il manque un acteur que j'ai pas cité encore, et c'est pour ça que c'était très important aussi que Monsieur le maire nous accueille. C'est un symbole très important, c'est que il est très difficile, pour pas dire impossible, d'agir sans la force publique, sans le soutien des femmes et des hommes politiques et de leur administration. Et de ce point de vue-là, je comprends que dans la salle, il y a beaucoup d'acteurs académiques et des collectivités locales. Il est très important, extrêmement important, qu'on ait leur soutien, leur appui, et pas simplement technique ou financier. On a besoin aussi de réfléchir aux politiques publiques menées en matière d'éducation. Et chacun doit pouvoir évoluer en fonction de la connaissance que nous créons en commun. Je ne sais pas si je me fais comprendre véritablement sur ce point, mais je pense que nous avons à bien entendu nous inspirer de ce qui se sait, mais finalement la société évoluant tellement vite que nous devons nous méfier de ce que nous croyons savoir.
Et nous devons expérimenter à chaque moment pour essayer de trouver de nouvelles voies plus efficaces. Donc, troisième brique, expérimenter, innover, prendre des risques. Et évidemment que lorsqu'on fait cela, il est nécessaire de regarder, c'est la quatrième brique, il est nécessaire d'évaluer ce que l'on fait, c'est-à-dire d'essayer de vérifier si ce qu'on met en place a une efficacité, a un impact, modifie les réalités, et si elle les modifie, évidemment, est-ce qu'elle les modifie dans le bon sens? Donc ça nécessite là aussi, sans doute, des expertises croisées, une analyse fine des résultats, essayer de comprendre ce qui se fait, et puis donc d'identifier ce qui fonctionne. Ça pour aller plus vite après sur les dernières rubriques, une fois qu'on a identifié des actions qui fonctionnent, eh bien il faut les ajuster, c'est-à-dire qu'il faut, c'est rare, extrêmement rare qu'une action porte totalement ses fruits dans tous les domaines, et donc il est important de faire fructifier des actions, des innovations qui semblent pertinentes. Et ça veut dire donc d'avoir un temps d'amélioration, de perfectionnement des dispositifs nouveaux qui sont expérimentés. Et donc ce temps d'ajustement, qui est pour moi la cinquième brique, amène à la sixième et la dernière, dans mon cheminement, qui est la diffusion ou la capacité à essaimer, à diffuser les bonnes pratiques. Donc, si vous m'avez suivi, on innove, on teste des choses, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, fonctionne pas, pardon, il faut savoir l'arrêter pour mobiliser des moyens humains et financiers sur ce qui fonctionne mieux. Ce qui fonctionne mieux, l'amener à maturité. Et lorsque c'est amené à maturité, il faut avoir un temps de diffusion, ce que j'appelle essaimer ces bonnes pratiques à une échelle plus large. Donc on peut tester des formules différentes sur tout le territoire de la Martinique en fonction des compétences, des attentes, de la spécificité de telle ou telle commune ou tel territoire. Mais ensuite, lorsqu'on identifie des pratiques qui fonctionnent, eh bien il faut avoir un temps où on se dit mais si ça fonctionne ici, ça peut fonctionner ailleurs, et à ce moment-là, être en capacité donc de modéliser, d'essaimer des bonnes pratiques, et de cette façon, peut-être que nous pouvons inverser les tendances et faire en sorte que plus d'enfants bénéficient du réseau d'acteurs éducatifs qui sont présents sur les territoires. Et je ne doute pas un seul instant ni de la motivation, ni de la volonté de chacun de bien faire. Il faut juste que nous constations ensemble que seuls nous ne pouvons rien, et qu'ensemble nous avons peut-être un chemin possible de la réussite. C'est la fameuse formule que nous employons tous très souvent. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. En l'occurrence, là, ce serait formidable si nous avions toute une île pour faire réussir l'ensemble des enfants qui y vivent. Donc, je voudrais ne pas être plus long en première instance. Charles, je peux bien entendu aller beaucoup plus loin sur tel ou tel aspect, mais il me semblait plutôt intéressant qu'on puisse poursuivre le temps qui nous reste là avec des questions, des échanges, ou peut-être des endroits où vous voudriez que j'aille plus en détail. Je le ferai avec grand bonheur en fonction de mes compétences. En tout cas, merci de votre attention et j'espère vous avoir été utile, pas trop désagréable. Oui, merci beaucoup Olivier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on adopte la méthode, le principe que Olivier nous propose pour la discussion, c'est-à-dire qu'on ait un échange direct avec lui? Ça vous convient? Bon, alors, on va laisser la première question jaillir. J'avais cru repérer une question là. Ah, c'est ce que je me disais. Je peux parler? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Prévost. Alors, c'est d'abord une remarque, une observation. Donc,
vous remercie pour cette intervention très claire, très précise, très étayée. Alors, bien entendu, il y aura la grande partie sur les actions ensuite, du moins je l'espère. Mais là, par rapport à ce que vous avez présenté, nous avons bien compris ce qui est en jeu. Alors, je voudrais juste dire que j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une formation et une sociologue martiniquaise est intervenue pour nous préciser que la structure des familles, c'est trop fort, la structure des familles en Martinique, contrairement à ce que nous pensons, n'avait pas beaucoup bougé. On est toujours entre 35 et 49% de familles monoparentales. Donc, si on veut trouver derrière ce type de structure une réponse aux difficultés d'aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait la bonne hypothèse. Peut-être qu'il faut aller voir à l'intérieur des familles ce qui a pu évoluer ou a été modifié. Donc, moi, ce que je constate, parce que je suis de l'éducation nationale, ce que je constate, c'est que parallèlement à la diminution du nombre d'enfants dans les familles, nous assistons à une difficulté éducative de ces enfants. Ce qui fait, et j'ai beaucoup apprécié le pourcentage que vous avez proposé par rapport à 20 ou 30% du temps des enfants à l'école. Donc on voit bien que le reste du temps, ils ne sont pas à l'école. Donc, ma question, c'est comment l'école, justement, sous ces 20 à 30% de présence, pourrait intervenir? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors, bien entendu, vous avez déjà expliqué qu'il nous faut mailler nos efforts, donc on l'a très bien compris, mais voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir pour propos en ma direction, et puis merci pour votre question et remarque. Je vais essayer d'apporter quelques éléments complémentaires. Est-ce que cependant vous pouvez me dire qui est intervenu et quelle est votre fonction pour que je puisse mieux situer? Voilà, je suis inspectrice de l'éducation nationale. Très bien, très bien. Et les résultats dont j'ai fait part sont de la sociologue Maëva Duverger. D'accord, d'accord, merci. Donc déjà plusieurs, peut-être je rebondis et peut-être affiner un petit peu mes propos de tout à l'heure. Alors effectivement, quand je vous ai dit que les enfants passaient 17% de leur temps éveillés en classe et que donc ils passaient 83% de leur temps en dehors de la classe, et globalement entre 70 et 75% en dehors de l'école, ça implique, je pense que il faut regarder peut-être plutôt et dans un premier temps en dehors de l'école. Et je pense notamment à des acteurs assez invisibles qui sont les acteurs du temps libre. L'enfant a du temps libre et quand il sort de l'école, et vous le savez bien, il n'est pas, et plus l'enfant grandit, et plus cela est vrai, il va pas directement à la maison et il n'est pas placé directement sous l'autorité de ses parents dès qu'il sort de l'école. Donc même lorsqu'il est à domicile, le temps réel passé en famille, c'est-à-dire avec les enfants et les parents en présence à domicile est en fait beaucoup plus faible que le temps passé à la maison. Les enfants, ils vont malheureusement souvent aussi être influencés par les écrans
pendant lesquels ils vont passer beaucoup de temps, même s'ils sont a priori avec leurs parents. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a quand même, en tout cas en métropole, je sais pas, connaissant pas la Martinique, c'est difficile pour moi de sentir cela véritablement, mais il y a en métropole des inégalités autour du temps libre. C'est-à-dire que lorsque l'enfant n'est pas à l'école, certains enfants, d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement une question de ressources financières, mais ça passe aussi par des ressources financières, des enfants qui ont des temps libres extrêmement nourris par des activités diverses et variées, culturelles, sociales, amicales, vont participer à des activités, ils vont aller en colonie de vacances, ils vont aller en centre de loisirs, bref, ils vont avoir un temps libre qui est particulièrement riche en éducation informelle. Et puis d'autres enfants qui vont être dans un environnement beaucoup plus pauvre sur ces plans-là. Je parle pas des questions financières, bien sûr, mais beaucoup moins denses en termes d'activité. Ils vont être peut-être potentiellement plus livrés à eux-mêmes ou livrés à des influences néfastes pour lui-même parce qu'il sera dans un environnement de PERP et AIRS qui seront dégradés. Ce que je veux vous dire là, c'est que ça mérite véritablement d'être finement analysé, ce qui se passe en dehors de l'école et en dehors des parents. Vous voyez, cet espace-là, cet espace que j'appelle l'espace du temps libre, mais qui peut être un espace particulièrement fragilisant pour l'enfant, ou au contraire particulièrement dynamisant. Et c'est peut-être là, dans ce creuset-là, que se joue peut-être un certain nombre d'actions à mener. On parlait tout à l'heure de formation. Bien, pour moi, ça a toujours été une incompréhension, on va dire un peu plus, qu'il faille 5 années d'études pour devenir enseignant et qu'il faille quelques semaines pour devenir animateur. Quand on voit l'écart qu'il peut y avoir dans le temps passé. Si vous me suivez, les enfants pourraient passer potentiellement plus de temps avec des animateurs socioculturels qu'avec des enseignants. Et le temps de formation pour être animateur est extrêmement faible par rapport au temps qu'il faut pour devenir enseignant. Évidemment, je grossis le trait parce que instruire nécessite sans doute beaucoup plus de connaissances initiales qu'être animateur. Mais je trouve qu'on sous-estime la fonction d'animation et l'éducation durant le temps libre. Alors, je trouve qu'on le sous-estime gravement. Hein, voilà, ça c'est ce que je voulais évoquer peut-être et que j'avais évoqué que trop rapidement. Donc ça ne veut pas dire que l'école ne doit pas changer, que l'école ne doit pas s'améliorer, que l'école ne doit pas prendre en considération un certain nombre d'éléments, mais me semble-t-il que il est intéressant de regarder comment on peut créer un maillage territorial fort dans l'éducation du temps libre, qu'on puisse qualifier et former les acteurs de ce temps libre de telle sorte qu'ils puissent véritablement jouer un rôle d'éducation et d'élever les consciences, d'émanciper aussi, c'est un aspect que je peux aborder, mais qu'on abordera peut-être un peu plus tard. J'ai compris que vous m'avez interrogé sur ce que je n'ai pas dit, ce que vous avez tout à l'heure dit, mais j'espère qu'on l'abordera un peu plus tard dans une deuxième partie. Donc, je me permets d'intervenir sur ce point, en tout cas en termes de liminaire, pour qu'on ouvre un peu aussi les échanges et puis que vous puissiez réintervenir au niveau de la salle. Mais effectivement, il y a beaucoup d'interventions, d'intervenants souvent identifiés assez clairement au sein des réap, donc je pense que ça, vous avez une bonne connaissance des acteurs. Simplement, il y a une façon peut-être de considérer le soutien à la parentalité que je voudrais vous livrer. Souvent, trop souvent, selon moi, hein, c'est un point de vue, on appréhende les questions de soutien à la parentalité sous l'angle de la relation parent-enfant et de la relation parent-enfant seulement. Donc, ça veut dire qu'on interviendrait pour que les parents puissent avoir de meilleures relations, interviennent de façon plus pertinente en direction des enfants. C'est évidemment extraordinairement important et tout à fait nécessaire. Hein, donc là, on s'en renvoie à la pédagogie parentale, à la pédagogie familiale. Il y a tout un savoir important que notamment les chercheurs de l'EFREF ont pu développer sur les 40 dernières années autour des besoins de l'enfant et comment les parents peuvent développer des attitudes et des pratiques éducatives parentales favorables à son développement. On pourrait sans doute
imaginer d'en parler dans une autre conférence à un moment déterminé. Mais on a quand même une série de savoirs sur les attitudes et les pratiques éducatives parentales favorables au monde de l'enfant. Et on peut considérer que donc une partie de l'activité du soutien à la parentalité consiste à aider les parents à développer des habiletés éducatives qui permettent donc à l'enfant de se développer favorablement. Bon, ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés de ce point de vue-là. Moi-même, il est beaucoup travaillé, donc on peut aborder cette question sous cet angle. Simplement, je trouve que cet angle est très restrictif. Et il est trop restrictif parce que le rôle des parents, c'est bien entendu d'éduquer leurs enfants, mais c'est aussi de permettre à cet enfant d'accéder à d'autres éducateurs que les parents. Euh, euh, si je pardon Jean-Pierre, si je découpe les 12 besoins en morceaux beaucoup plus simples, mais c'est juste pour le propos. Mais il y a un très très bel ouvrage Éducation postmoderne que Jean-Pierre Portois et Guy Desmet ont rédigé, et qui est vraiment un ouvrage tout à fait magnifique et pertinent. Il faut vraiment le lire si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire. Et si je prends que quelques besoins qui sont dans ce livre, mais juste pour comprendre les choses, on peut considérer que par exemple les besoins d'affection, les besoins de lien, soient d'abord portés par les parents. En tout cas, c'est assez naturel lorsque les conditions sont réunies et pendant la petite enfance que ça soit le cas. Mais vous comprenez bien que plus l'enfant va grandir, plus l'enfant va avoir besoin de s'attacher à d'autres personnes, d'avoir d'autres liens relationnels, d'autres liens d'affection avec d'autres acteurs que les parents. Donc même sur ce premier socle, le besoin d'affection, de lien, de sécurité affective, les parents doivent jouer leur rôle, mais ne peuvent pas le jouer seuls. Mais quand on parle de besoin de cognition, de besoin d'apprentissage, on pense de suite à l'école, et heureusement qu'on passe à l'école, parce que on l'a bien vu en période Covid, quand les parents doivent assurer l'instruction de leurs enfants tous les jours, ils doivent leur apprendre les mathématiques, le français, histoire-géographie, etc. S'ils ont plusieurs enfants, plusieurs niveaux, avoir accès à un seul ordinateur lorsqu'il y a 3 cours à suivre, enfin tout cela, tout le monde l'a subi, on voit bien l'importance de l'école, on voit bien l'importance de s'appuyer sur d'autres acteurs. Et quand M. le maire s'est exprimé tout à l'heure et qu'il a dit qu'il y avait de plus en plus de familles qui se détournaient de l'école, voire même qui se servaient de l'école comme un service, eh bien évidemment que cela pose question, pour pas dire problème, parce que les parents ont la responsabilité de leur enfant. C'est depuis les lois Ferry en France, c'est comme cela que ça se joue. L'éducation de l'enfant est certes partagée, mais la responsabilité éducative est celle des parents. Et donc il faut que les parents comprennent que dans l'intérêt de l'enfant, ils doivent pouvoir accéder à des éducateurs qui sont en charge ces apprentissages. Et c'est une chance fantastique que nous ayons l'école. Sans elle, nous serions en grande difficulté. Mais je poursuis le raisonnement. Le troisième pilier ou un des piliers des besoins de l'enfant est le besoin de socialisation. Et on comprend très bien que les parents ne peuvent pas socialiser leur enfant. Ils ont besoin pour cela que l'enfant aille au contact d'autres enfants. Et bien sûr, bien entendu, on peut voir cela à l'école, mais il y a aussi quantité d'endroits et d'espaces, et je pense là au centre de loisirs, au centre de vacances, aux colonies de vacances, au club sportif. Tous ces endroits sont des endroits où l'enfant va apprendre des règles de vie collective, va apprendre à respecter d'autres enfants avec lesquels il joue, ou d'autres enfants avec lesquels il est dans une équipe de sport, par exemple, de foot, puisqu'on arrive bientôt à la Coupe du Monde. C'est une façon on ne peut pas jouer au football si on n'a pas compris les règles, mais si on n'accepte pas de respecter sa propre équipe et ses adversaires. Bref, les enfants vont apprendre un certain nombre de règles d'usage à travers des endroits et des environnements dans lesquels ils sont. Et vous comprenez bien que le soutien à la parentalité, c'est aussi aider les parents à maîtriser leur environnement et permettre à leurs enfants d'accéder à cet environnement riche d'activités et d'actions et d'acteurs. Donc, je voulais aborder cette question sous cet angle. Le soutien à la parentalité ne peut pas et ne doit pas
être réduite à la seule relation parent-enfant parce qu'elle est, me semble-t-il, trop limitée et que des parents doivent pouvoir être formés, être sensibilisés à l'idée qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent les aider dans leur rôle parental. Il faut s'appuyer sur eux. C'est d'autant plus important quand les parents ont par exemple des fragilités, sont allophones, c'est-à-dire ne parlent pas la langue parlée à l'école, qui ont des difficultés d'adaptation sociale, enfin d'adaptation sociale, sont en rupture, en grande pauvreté, sont immigrés, etc., etc. Donc évidemment que plus les difficultés sont grandes chez les parents, et plus ils doivent pouvoir s'appuyer sur des acteurs qui viendront les y aider. Donc vous voyez, il y a une dimension de considérer que les parents ne peuvent pas et ne doivent pas seuls éduquer les enfants et que pour cela, il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide non pas simplement à développer des habiletés eux-mêmes, mais parmi les habiletés, il y a la capacité à mettre les parents en lien avec leur environnement. Pardon si la réponse a été extrêmement longue pour une question qui était concise, et ça m'a permis d'ajouter quelques éléments d'appréciation ou de réflexion à mes premières interventions. Je vous redonne peut-être le micro, en espérant avoir à peu près répondu à la question posée. Oui, bonjour. Oui. Voilà. Vous avez évoqué dans votre première brique les... Comment? Oui, Sonia Mélina Yassin, directrice petite enfance et parentalité à la CAF. Voilà. Vous avez évoqué dans votre première brique la période Covid, les vulnérabilités qui se sont accentuées. Si on peut parler de travaux sur la parentalité, faire parent aux Antilles, bon, il y a des fondamentaux, des choses qui ont à peine évolué, mais qu'est-ce que cette période Covid nous enseigne pour que nous puissions avancer et, ma foi, bâtir quelque chose qui réponde davantage aux vulnérabilités des parents aujourd'hui? D'accord, merci. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas rebondi sur la question des statistiques monoparentales à Martinique qui n'avaient pas ou peu évolué. Hein, c'était une remarque précédente. Peut-être que ça rejoint l'hypothèse que j'ai posée, c'est-à-dire que on a peut-être l'œil tiré sur la question de la monoparentalité. Me semble-t-il que c'est intéressant de se pencher sur la conjugalité plus que sur les conséquences qui peuvent être la monoparentalité. C'est-à-dire que s'il y a un chiffre aussi élevé en Martinique de familles monoparentales et si ce chiffre est relativement stable, c'est peut-être parce que la conception du couple et de la famille est spécifique à la Martinique. Et donc, de fait, n'est pas nécessairement un problème. En tout cas, c'est pas un problème plus important qu'un autre. Je sais que je peux choquer en disant ça ou surprendre, mais prenons la question de la maternité adolescente. Eh bien, il y a des pays pour lesquels la maternité adolescente est une source de risque et de vulnérabilité, mais il y a quantité de pays dans le monde où être mère adolescente est la norme. Et donc, on voit bien que les situations familiales dépendent fondamentalement de l'environnement social et culturel dans lequel ces familles évoluent. Et donc, la question, je ne prétendrai pas avoir la réponse, mais la question peut peut-être se poser différemment en Martinique qu'en métropole en analysant cette question de monoparentalité. Hein. Donc ça, c'était pour réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est jamais qu'une hypothèse et je vais certainement pas me risquer à des affirmations en n'étant jamais venu sur votre île. Alors, la remarque est difficile, hein, enfin la question est difficile parce que là aussi, essayer de répondre à qu'est-ce qui peut être fait ou doit être fait dans la période post-Covid renvoie à sans doute tout ce qu'on vient d'évoquer en amont, c'est-à-dire que difficile de répondre à comment faire si on n'a pas compris ce qui se passe, donc comprendre, puis ensuite si on n'a pas partagé une réflexion commune. Et je pense que évidemment c'est ma frustration de ne pas être parmi vous parce que je rêve de ça, Charles le sait, mais je rêve depuis longtemps de venir sur un temps assez long pour mieux comprendre, mieux sentir en fait la culture de la Martinique et puis des gens qui y vivent, parce que c'est très difficile pour moi d'être de bons conseils sans comprendre véritablement les réalités culturelles et sociales. Mais
je vais quand même me risquer à un début de réponse. Je pense que, je pense, hein, donc c'est vraiment pas du tout une certitude, que il faut aller chercher les gens en fait. Je pense qu'il y a un grand risque en fait que la Covid ait provoqué un repli qui peut d'ailleurs potentiellement être ne pas être très désagréable. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu plusieurs témoignages, et j'ai pu constater aussi autour de moi, au niveau des professionnels avec lesquels je travaille, que finalement, euh, pour ceux qui ne sont pas dans une situation inconfortable sur le plan du domicile, sur le plan de l'environnement, bien entendu, il était très différent de vivre en ville ou de vivre à un endroit où on peut avoir accès à l'extérieur quand on a vécu ces enfermements. Mais pour celles et ceux n'étaient pas en inconfort sur le plan du domicile et de l'environnement, il y a une forme d'endormissement qui a pu être constatée, c'est-à-dire finalement un sentiment de vivre de façon un peu feutrée dans l'entre-soi, et que petit à petit cet enfermement est devenu si ce n'est agréable, en tout cas peu ou pas désagréable, et que beaucoup de témoignages que je peux recueillir aujourd'hui des acteurs qui travaillent auprès des familles, c'est qu'on les voit encore moins qu'on les voyait avant. C'est-à-dire qu'elles viennent de moins en moins en fait aux activités qui sont proposées pour elles. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est ce que vous pouvez constater, et je pense que si c'est le cas, il y a vraiment un dispositif à imaginer pour bousculer un peu cette réalité, puis aller chercher les gens là où ils sont, aller au contact, simplement peut-être pour échanger et discuter, pas faire forcément pour les attirer dans des dispositifs, mais au moins de retrouver du lien, retrouver un environnement social et sociétal plus dense. Donc je reviendrai peut-être, mais je voudrais peut-être vous entendre. Est-ce que j'ai pu constater en métropole, est-ce que c'est des choses que vous voyez aussi vous en Martinique, c'est-à-dire un repli fort, une difficulté à accéder aux familles, est-ce que c'est le cas? Bonjour, Madame Beau, Bonjour. je suis la coordinatrice de la Convention territoriale globale pour la ville de Saint-Pierre, mais aussi du projet éducatif. Et justement, je viens corroborer ce que vous êtes en train de dire. On a énormément de difficultés à mobiliser les parents. Même en allant en contact, même en allant distribuer les tracts à la sortie de l'école, de la crèche ou même d'autres endroits type foot ou autre activité. Et ça, c'est un réel problème pour nous parce que c'est vrai que quand on s'investit et quand on discute avec eux sur d'autres thèmes, on a la réponse. Enfin, moi, c'est des parents qui m'ont dit ça, qu'ils n'ont pas envie, en fait, d'avoir des gens qui leur disent comment élever leurs enfants. Ils en ont marre. Ils veulent échanger entre eux. Ils veulent bien un professionnel qui soit là pour entendre ce qu'ils ont à dire, mais ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui vont leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. D'accord. Bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Et j'entends très bien ça. Donc, c'est très, très proche de ce que je peux aussi entendre, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, bon, quoi qu'il arrive, il faut toujours se méfier de soi-même. Quand on est éducateur, enseignant, formateur, comment dire, il y a toujours un risque que, donc là, c'est aussi comment dire, un petit mouvement pour Jean-Pierre tout à l'heure, mais il faut toujours se poser la question de savoir si ce que l'on dit est émancipateur, c'est est-ce qu'on éclaire les situations et on se laisse ces individus cheminer grâce à l'éclairage que l'on a produit, ou est-ce qu'on les oblige à prendre le chemin qu'on souhaite qu'ils prennent? Et ça, c'est une posture professionnelle sur laquelle on a tous à travailler tous les jours, parce qu'on peut très vite glisser d'une posture à une autre. Mais il y a un grand danger, évidemment, lorsqu'on veut aider les parents, mais en les aidant, on leur explique qu'il y a un seul chemin pour être parent et une seule façon d'éduquer ses enfants. Et peut-être des fois, les réactions, c'est que, là, je dis pas vous, hein, bien entendu particulièrement, mais globalement, la société dans laquelle les parents sont les amène à des injonctions permanentes, comme les enseignants d'ailleurs, qui peuvent ressentir la même chose, c'est-à-dire d'être toujours critiqués, toujours jugés, ne jamais entendre ce qui fonctionne.
Et ça, c'est peut-être aussi un point fondamentalement important. Encore une fois, pardon si je suis à côté un peu, culturellement, mais je vais parler de la métropole. Peut-être que les Français, nous sommes les champions du monde de la critique négative et les derniers du monde dans la capacité à dire ce qui fonctionne. Donc, on pourrait peut-être au moins arriver en milieu de tableau, c'est-à-dire avoir la critique facile peut-être, mais aussi avoir le compliment facile. Ça peut paraître être anecdotique ce que je dis, mais euh, les signes de reconnaissance sont quand même très importants dans l'éducation, mais globalement dans les relations aux autres. Je pense que nos sociétés manquent cruellement de signes de reconnaissance. Et les parents, à force d'entendre qu'ils font mal, ont sans doute des mécanismes de défense. Il faut que dès qu'un professionnel arrive, il est vu ou il est perçu comme étant un danger, quelqu'un qui va remettre en cause son identité de parent et ses capacités à faire. Donc, je dis bien entendu, loin de moi l'idée de dire que vous fonctionnez comme ça. Hein, c'est pas du tout ce que je veux passer comme message. Mais simplement, il me semble que s'il y a des réactions aussi fortes et aussi régulières, c'est peut-être que il n'y a pas assez de signes positifs aussi, parce que c'est difficile d'être parent, qu'il y a beaucoup de parents qui se battent. Quand on est seul en famille monoparentale, eh ben c'est difficile d'avoir une vie personnelle en plus d'une vie professionnelle et d'une vie de mère, parce que la plupart des familles monoparentales et de loin sont des femmes qui en sont à la tête. Donc je pense que c'est important aussi d'accepter l'idée que nos métiers ou nos fonctions sont difficiles. D'être parent, c'est difficile. D'être enseignant, c'est difficile. D'être intervenant social, c'est compliqué. Et d'être capable de montrer ses failles et en même temps d'être capable d'accepter chez l'autre qu'il en est, ouvre quand même aussi des perspectives. Peut-être je vais rebondir encore un peu plus loin sur cette notion. C'est peut-être un grand mot de dire théorisant les choses, mais vous savez, on parle souvent de crise. Crise économique, crise sociale, crise de la famille et bien d'autres points. La crise, elle se caractérise par deux dimensions. Sa rapidité à intervenir et à disparaître, et à son intensité. On dit que, par exemple, on a une crise de fièvre, quand très rapidement, on a une poussée de fièvre qui va s'arrêter quand même dans un laps de temps assez court. Or, on peut se poser la question de savoir si, sur les trois points que je viens d'évoquer, économique, social et familial, si on est vraiment en crise ou est-ce qu'on est en profonde mutation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, je pense que nous ne sommes pas en crise. Je pense que nous sommes en mutation. Ça change la perspective parce que quand on est en crise, on n'attend qu'une chose, c'est que la crise passe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on a une crise de fièvre, on agit un peu, mais surtout on attend que ça passe et on sait que ça va passer et puis qu'on va revenir à l'état initial. Si nous sommes en mutation, nous ne reviendrons pas à l'état initial et donc nous devons être en situation de mouvement. Et si nous attendons que la société redevienne ce qu'elle était, peut-être que nous nous trompons. Peut-être que tout simplement elle est en train de changer fondamentalement et qu'il faut accompagner ce changement pour que notre société aille dans la bonne direction. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que les parents, les enfants, les acteurs sentent plus ou moins confusément, mais qu'on ne reviendra pas à l'état initial. Et donc, ça veut dire qu'il faut inventer un nouveau chemin, il faut inventer une nouvelle société. Ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, quand on analyse les choses de cette façon-là, c'est que être plongé dans une crise ou dans une situation, inconfortable, amène potentiellement les parties en présence, les acteurs, à chercher une voie nouvelle. Et ça aide à bouger, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est dans des formes de résistance au changement assez fortes qui font qu'on peut avoir ici ou là des rejets assez plus ou moins violents. Je pense qu'il faut beaucoup, ce que j'essaie de vous dire, c'est je pense qu'il faut beaucoup d'empathie, beaucoup
de protection, d'attention, de patience peut-être, mais ne pas lâcher parce que il est possible, probable que les uns et les autres nous ayons besoin les uns des autres pour avancer. Et il me semble que la situation de ce point de vue-là est plus favorable que ce qu'elle était il y a quelques années. Je pense qu'on peut trouver des coopérations famille-école, tiers éducatif aujourd'hui, là où on aurait eu plus de mal à les trouver il y a quelques années lorsque les situations étaient plus favorables. Mais peut-être que je confonds une analyse avec un vœu. Je sais pas. C'est bon, on entend? Oui, en fait, sur la question de la monoparentalité, il n'y aurait pas de problème si ça ne conjuguait pas avec précarité, avec difficultés économiques, difficultés en tout genre. Et donc, c'est là que ça pose problème parce que c'est une reproduction et que ce n'est pas un choix. Je ne crois pas que ce soit un choix. À un moment donné, lorsque les jeunes femmes sont en échec scolaire, n'ont pas de perspective, eh bien, avoir un enfant, c'est exister. Et c'est vrai qu'elles ne l'imaginent pas toujours dans une conjugalité. Donc, c'est tout un travail à mener à la base. Et on le disait encore il y a 2 jours, la question de l'éducation, la question de l'égalité des chances. Sur un autre sujet, donc effectivement, les familles ne viennent plus, ne se déplacent pas. Bon, ça fait des années qu'on dit ça, on va le redire, on le constate. Pour autant, nous avons intégré cet aller vers. Et donc, nous allons dans tous les lieux de vie où sont les parents, les adolescents, les jeunes, les enfants. Alors, on le fait avec des relais associatifs, en partenariat avec les institutionnels aussi. Et donc, c'est une nouvelle dynamique qui se met en place, cet aller vers. Et moi, j'y crois. Enfin, nous y croyons, puisque c'est un travail en partenariat. Et puis, je veux dire aussi qu'il y a la question des offres de services qui s'attachent aux événements de vie. Donc, on a un enfant. Nous, à la CAF, on va dans les maternités, on nous a rien demandé, mais on ouvre le droit pour les mamans sans formalité. À cette occasion, on fait passer des messages sur la garde, sur les dispositifs existants, sur la présence du père, le recouvrement des pensions alimentaires, etc., etc. Mais c'est une vraie dynamique en partenariat. Alors, on l'impulse à la CAF. On a les moyens aussi pour accompagner avec les travailleurs sociaux, les agents de développement, des moyens financiers aussi pour faire émerger des centres sociaux, des établissements de vie sociale. Mais je crois profondément en ce travail-là. Merci. Mais écoutez, bravo en tout cas, parce que il y a de l'énergie là, il y a de l'énergie, de la volonté. Et je sais qu'il en faut, c'est vrai, c'est parfois difficile, donc bravo à vous. Il doit rester encore une petite place pour une dernière question ou remarque, je pense, Charles. Bon, écoute, déjà, tu as dit certaines choses, je voudrais apporter quelques petites précisions pour nos amis ici présents. Je suis très heureux, vraiment, que tu interviennes. Tu pourras témoigner que c'est toi qui as refusé de venir. Hein? C'est pas que j'ai refusé, mais malheureusement, ma charge ici était trop lourde. J'ai insisté. Non, mais Olivier était très pris, et il ne pouvait vraiment pas se dégager, première chose. Deuxième chose, Madame l'inspectrice va poser la dernière question sans doute. Deuxième chose, tu as parlé du campus des alliances éducatives. Alors, tu as bien voulu me faire part un petit peu de ton projet, et qui est magnifique et qui vraiment apportera un plus encore à toute une ligne qui est en train de se développer, sans doute pour mieux faire face à la mutation dont tu parles et dont je suis convaincu aussi. Le campus des alliances éducatives ne concerne pas que des universitaires. Hein? D'accord? Oui, il y a le mot campus, mais c'est campus dans le sens rassemblement, regroupement, etc. Hein? Bon, ça c'est une deuxième chose. Et puis, une troisième chose, il faut que vous compreniez bien, hein,
la posture d'Olivier, nous sommes allés chercher des amis à l'extérieur. Des fois, c'est des Martiniquais aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Par exemple, il y a une Martiniquaise, professeure de sciences de l'éducation, avec laquelle on est en train de travailler et qui va sans doute nous proposer quelque chose à faire dans le courant du premier semestre 2023. Bon, il est très intéressant. Je vous laisse saliver toujours sans connaître, sans avoir pris le goût. Mais cette personne, elle travaille malheureusement, enfin malheureusement pour nous, dans une université hexagonale, il n'y a pas de place ici pour elle. Bon. Alors, en tout cas, on est allé chercher des ressources à l'extérieur pour pallier l'insuffisance de ressources qu'on a ici. Bon. Nous avons des chercheurs très intéressants. Madame l'inspectrice a cité Maëva Duverger. Bon, je l'avais sollicitée, mais elle n'était pas disponible, elle n'était pas en Martinique, etc. Donc, voilà. Mais ça n'est que partie remise. Voilà. Nous avons des personnes très intéressantes. Ceci étant, nous avons besoin d'abord de l'apport des expériences extérieures qui sont bonnes à prendre, bonnes à comprendre et bonnes à appliquer autant que faire se peut. Mais nous avons aussi besoin de personnes qui peuvent comprendre. Et Olivier en fait partie, tout comme Jean-Pierre, tout comme Agnès, etc., les intervenants que vous avez déjà peut-être vus lors de nos précédentes conférences débats. Bon. Et là, Olivier est extrêmement prudent par rapport au fait que, scientifiquement comme il l'est, il ne connaît pas le terrain suffisamment au-delà de certaines discussions qu'il a eues avec moi, mais vous connaissez mon esprit partisan, hein, donc il faut qu'il ait un panel plus large, et puis au-delà des études documentaires, bien entendu, qu'il a faites. Bon. Alors, donc, ce n'est pas... c'est une réserve, mais une réserve scientifique qu'il a par rapport à la nécessité de bien comprendre. Hein. Et c'est une réserve scientifique que nous-mêmes, nous devrions avoir vis-à-vis de nous-mêmes, parce que bon, les jugements à l'emporte-pièce sont quand même assez fréquents. Hein. Okay. Madame l'inspectrice. Oui, merci. En fait, c'est très rapidement. Pourquoi c'est aussi lent? C'est très rapidement une observation. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, je remercie monsieur dont j'ai oublié le nom de m'avoir invité, puisque la qualité de l'intervention et de monsieur Prévost est importante, et il a bien pointé du doigt l'incompréhension qui se joue entre les différentes parties, particulièrement entre les familles et les autres partenaires. Et Madame la responsable de la CAF, je suis très contente d'être présente, ça me permettra de discuter avec elle, puisque j'ai du mal à rencontrer certains partenaires. Et elle a bien touché du doigt le bout du bout qui est la pauvreté. En fait, c'est réellement des difficultés d'abord sociales. Et je donne en exemple le livre écrit par le directeur de la DGESCO, Jean-Paul Delahaye, qui est un enfant de pauvre, un enfant qui a été élevé dans une famille monoparentale, et il explique très bien pourquoi sa mère n'allait jamais à l'école. C'est un excellent livre que je voudrais recommander, Exception consolante. Et tout ce qui a été dit ce matin rejoint très bien cette incompréhension des parties, ces différentes parties. Voilà. Écoutez, merci pour votre témoignage. Peut-être sans donner le mot de la fin, parce que c'est à Charles de le faire, mais bien entendu d'abord que
la lutte contre la pauvreté, mais plus largement pour la dureté de la vie, est une lutte qui dépasse largement la question du soutien à la parentalité. Il y a beaucoup de leviers que nous n'avons pas pour pouvoir agir pour résoudre les difficultés. Ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi malheureusement des rôles à jouer pour que les personnes puissent vivre le moins mal possible la situation dans laquelle ils se situent. C'est-à-dire que en nous-mêmes, ici, je suis dans la salle, peu de personnes, peut-être aucune personne ne peut être créatrice d'emplois, créatrice de richesse, créatrice d'un environnement qui permette aux familles d'être autonomes sur le plan économique. Mais pour autant, ces familles, elles ont besoin de présence, elles ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des acteurs. Mais on sait aussi que il est très difficile d'investir des rôles lorsque on est plongé dans la pauvreté ou dans des difficultés personnelles trop grandes. C'est-à-dire que être parent, ça veut dire investir une fonction éducative, et investir cette fonction éducative n'est possible pleinement que lorsque on est en situation de le faire. Et sans être trop excessivement indulgent, il faut comprendre cela. Quand on est enseignant, quand on est formateur, quand on est professionnel, eh bien, il y a des moments où on peut avoir du mal à investir sa fonction parce que on est soi-même affecté par des difficultés personnelles qui nous empêchent d'être des bons professionnels. Nous, je vous le souhaite et je me le souhaite, je ne le souhaite que ce soit que temporaire, mais on comprend bien que quand ces difficultés sont exacerbées, quand elles sont poussées à l'extrême, il soit très difficile d'investir des fonctions pleinement et entièrement. Donc, ça renvoie bien entendu à l'économie enversique, aux aides, au soutien qu'elle a ou qu'elle n'a pas. Enfin, il y a des dimensions politiques, mais ceci dit, on peut comprendre que les familles développent un rejet de tout ce qui est force publique, considérant que elle ne les aide pas assez. Ou pas assez en profondeur. Donc ça, c'est quand même un enjeu important. Vous avez dit tout à l'heure également que les familles monoparentales ne seraient pas une difficulté si elles ne s'accompagnaient pas la pauvreté. C'est tout à fait juste. Il y a des études qui ont été menées, je pense à Farad notamment, qui effectivement avait déjà identifié, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, que la monoparentalité n'était pas un risque en soi. Elle devenait un risque lorsqu'elle s'accompagnait de difficultés économiques et d'absence de réseau social de support. J'aimerais peut-être m'en arrêter là en vous disant qu'il y a un enjeu, je pense, très important. C'est peut-être d'ailleurs un petit espoir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure quand on disait les familles ont envie de parler entre elles, ont pas forcément envie de parler avec des professionnels. Mais déjà, si les familles parlent entre elles, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une entraide interfamiliale et que les familles ne sont pas seules face aux difficultés qu'elles rencontrent. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui n'ont plus de liens ni familiaux ni sociaux, et peut-être que cette mise en lien peut être aussi une action pertinente et intéressante à développer pour celles qui en ont besoin. Bon, je pense qu'on s'achemine vers la fin, parce que je ne veux pas prendre du temps de parole à Jean-Pierre pour toi. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et puis votre accueil. J'espère vous voir en vrai un jour. Et puis, cher Jean-Pierre, je te souhaite une bonne intervention. Charles, peut-être je te laisse conclure, et merci encore pour votre accueil. Oui. Olivier, je crois qu'on peut dire que la mission est accomplie. Hein. Je pense que nous avons apprécié, il me semble, l'intervention d'Olivier Prévost. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire, parce que autrement il va revenir. Vous avez vu comme il a envie de travailler avec nous. Donc, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que nous n'avons pas perdu notre temps. Donc, c'est bien. Alors, oui, Madame la directrice nous reviendra dans quelques temps. Et donc, nous avons eu le bonheur de t'entendre, d'échanger avec toi, Olivier. Merci beaucoup. C'est toujours un enrichissement, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Un de ces jours, d'ailleurs, j'espère que tu pourras nous entretenir des questions relatives à l'histoire de l'éducation, comme tu l'avais fait à Bilbao en 2015, là, une intervention qui m'avait profondément marqué.
Donc, merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de notre inauguration. C'est la 1, 2, 3, 4, 5e conférence, me semble-t-il. Hein? Et donc, on en a encore quelques-unes d'ici mardi prochain. Hein? Je pense que chacune apporte une brique, pour reprendre ton expression, une brique à l'édifice que nous sommes en train d'essayer de construire. Hein? Ça nous met un peu de baume au cœur. On n'est pas les seuls à être confrontés à quelques difficultés, n'est-ce pas? Hein? On voit comment on se donne très souvent pour les autres, hein, pour le bien des parents, des enfants, des familles, etc. Et on peut à certains moments estimer être mal payé en retour. D'ailleurs, on n'est pas payé du tout la plupart du temps. Bon. C'est une réalité, hein, mais je retiens ce que disait Olivier, c'est-à-dire que c'est une réalité qui participe de la mutation qui est en cours. Moi, je suis aussi profondément convaincu de cela. Cette mutation en cours, nous sommes en train de la fabriquer. Et donc, à nous de savoir qu'est-ce que nous y mettons, quels ingrédients nous prenons, quel process nous développons, quels objectifs, quels résultats nous voulons atteindre. Là, la balle est dans notre camp. D'accord? Olivier, tu ne nous as pas dit si... Alors, tout le monde a été surpris par les 20-80, hein, 20% de temps à l'école et puis 80% ailleurs. Il fallait le dire, c'est ça, mais... on ne prête pas attention à de grandes évidences. Okay. Tu ne nous as pas dit si les 20% sont à l'origine de 80% des problèmes et par contre, à contrario, les 80%, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? Et réciproquement, si les 20%, quelle part ils peuvent prendre dans les solutions aux problèmes et aussi les 80%. J'ai cru quand même comprendre que c'est très, très, très important l'action parentale, la coéducation, et je suis persuadé que nous sommes un public de convaincus. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de certaines autorités, eh bien, l'idée fait son chemin. Par exemple, la CAF se montre manifestement intéressée par la question. L'éducation nationale aussi. Hein. Madame la rectrice, par exemple, m'a fait savoir, m'a reçu et m'a dit que bon, elle trouve que c'est une très bonne idée, cet observatoire de la parentalité. Et j'ai plusieurs de ses collaboratrices qui m'ont déjà contacté pour me dire la même chose, sans même savoir que la rectrice avait dit ça. Vous voyez? Bon, parce que les temps sont venus pour faire un certain nombre de choses. Les esprits les plus attentifs ont déjà compris qu'il faut faire certaines choses autrement, différemment et plus profondément. Voilà. Donc, Olivier, voilà, tu es désormais martiniquais à part d'être de cœur, tu l'es aussi par l'esprit aujourd'hui. Voilà. Et donc, il ne reste plus que la phase finale. Hein, voilà. C'est un grand honneur que tu me fais. En tout cas, bonne continuation à tous. Merci beaucoup, Charles, pour ton invitation. Et puis, je ne sais pas si effectivement, comme tu l'as dit, j'ai pu vous donner un peu de baume au cœur, pour reprendre ton expression. Ben alors, j'aurais gagné mon temps du matin pour vous, l'après-midi. Donc, je me permets de vous embrasser et vous souhaiter une bonne continuation. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Bien, alors, nous allons prendre une petite pause quand même, hein, histoire de se dégourdir les jambes, se lever de temps en temps, et puis on reprend dans quelques minutes. Hein, vous voulez bien? D'accord.